Bon, bonsoir à tous, je pense qu'on va commencer, ceux qui sont sortis de colle ont dû arriver. Eh bien allons-y, je vous remercie d'être là ce soir. Je vais vous proposer un petit voyage dans le système solaire à l'occasion de la fin de la mission Cassini. C'est une mission qui a terminé le 15 septembre par la fusion, enfin la vaporisation de la sonde en haute atmosphère de Saturne. C'était l'occasion un peu pour la NASA de faire un petit coup de projecteur sur cette mission et conjointement également avec l'ESA de faire un coup de projecteur sur cette mission qui était une mission extraordinaire qui a apporté énormément de nouvelles connaissances sur le monde de Saturne. C'est un monde qu'on connaissait absolument pas avant de partir. Et du coup, il y a énormément de nouvelles découvertes qui sont arrivées suite à ça. Et j'ai malheureusement dû faire des choix. J'ai envie de vous raconter énormément de choses. Il y a beaucoup de trucs à apprendre. Mais ça ne tiendra pas tout dans une heure. Donc je vais devoir faire quelques choix, je vais passer plus ou moins rapidement sur certains aspects de la mission. J'en profiterai pour parler d'une manière générale un peu comment ça marche les missions spatiales. Et je vous invite, si vous avez des questions à la fin, de poursuivre cette discussion. Alors, on va commencer par quelques échelles dans le monde astronomique. Je parle ici en temps-lumière. Donc vous êtes tous, je pense, à l'aise avec la notion d'une année-lumière. C'est la distance que parcourt la lumière en un an. Donc si on fait ça avec différents points où on veut aller, le bout du monde, donc la Nouvelle-Zélande, il vous faut 4 centièmes de seconde pour y aller. Le Soleil, c'est 8 minutes, et le bout du système solaire, c'est 10 heures. Donc à cette échelle-là, vous voyez bien que c'est quand même très très loin. C'est très très loin, mais c'est quand même pas très loin par rapport à la prochaine étoile qui, elle, se trouve à 4 années-lumière. Aller dans le système solaire, à l'heure actuelle, c'est possible. On l'a déjà fait, on va le refaire. Et les premières sondes qui sont sorties du système solaire, ce sont les sondes Voyager. Elles sont parties dans les années 70, en 1977 plus exactement, et en 2012, elles sont officiellement sorties du système solaire. Je pourrais vous en reparler un peu plus tard. Et donc on a la première sonde interstellaire qui est sortie de notre système solaire. Donc c'est faisable d'aller dans le système solaire, mais bon, on ne le fait quand même pas très très souvent. Et ce qu'on fait quand on ne va pas dans le système solaire, c'est qu'on est sur place, sur Terre, et on a quand même énormément d'informations grâce à la lumière. Donc depuis 1609, avec l'invention de la lunette astronomique, puis du télescope, on observe le ciel, notamment dans la lumière visible, et on apprend énormément de choses depuis là où on est. Et puis plus récemment, on a inventé des détecteurs à d'autres longueurs d'onde, donc dans la lumière non visible. Vous connaissez tous ultraviolet, infrarouge, on a même des caméras infrarouges. Et bien en fait, on a fait ça dans toutes les longueurs d'onde, donc on a des caméras qui sont capables de voir des rayons gamma à très haute énergie jusqu'aux ondes radio à très basse énergie. Et le fait de faire ça, ça nous ouvre les yeux sur un monde très complexe, puisque toutes ces longueurs d'onde vont nous donner des informations différentes en complément de la toute petite partie ridicule du spectre visible. Bon, par contre, quand on reste sur place, on a quand même deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la résolution angulaire. C'est-à-dire que tous ces objets qu'on regarde, ils sont quand même vachement loin, et du coup, ça fait des toutes petites images, et on est toujours limité par ça, on n'a pas le choix. Et en plus, on a les problèmes d'atmosphère, qui brouillent un peu nos images par turbulence atmosphérique notamment, et qui bloquent également le rayonnement dans certaines longueurs d'onde. Je pense notamment aux rayons X et rayons gamma qui ne pénètrent pas l'atmosphère. Alors on a des solutions pour se débarrasser un petit peu de ça, mais malgré tout, ça reste très limité, et ça ne remplacera jamais le fait d'aller sur place, quand on peut, d'aller faire des mesures de la chimie in situ ou d'aller ramener des échantillons, ce genre de choses qui sont envisageables à l'échelle du système solaire. Le système solaire dans lequel nous sommes, on a différentes planètes sur des orbites et il s'est formé suite à l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz. Un nuage de gaz et de poussière qui, à un moment, par une petite perturbation gravitationnelle, a commencé à se condenser à un endroit, ce qui a ensuite accéléré cet effondrement et il s'est de plus en plus vite effondré sur lui-même. En s'effondrant, on avait un nuage qui tournait très très lentement, et bien il s'est mis à tourner de plus en plus vite par conservation du moment cinétique, et ça a permis ça a réparti la matière dans un disque qu'on appelle le disque protoplanétaire. Ce disque, il contient donc des poussières et du gaz de manière un peu plus dense qu'avant, et ça va favoriser la rencontre des petites particules de gaz et des petites particules de poussière, et ce qui va permettre de former des planètes telluriques à base de cailloux, et des planètes gazeuses, géantes, plutôt à l'extérieur du disque protoplanétaire. Dans les échelles de temps, on a à peu près 10 millions d'années pour les former, ces planètes. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, l'étoile n'est toujours pas allumée. C'est ce qu'on appelle une proto-étoile, parce que la pression et la température n'est pas encore suffisante. Mais ce qui va se passer au bout de 10 millions d'années, c'est qu'on a accumulé tellement de matière qu'il va y avoir une forte pression, une forte température, et ça va initier des réactions thermonucléaires au cœur de l'étoile, et c'est à ce moment-là que ça va libérer de l'énergie, donc des photons, donc de la lumière, et que l'étoile va s'allumer.
Quand l'étoile s'allume, elle va faire le ménage dans le disque protoplanétaire, c'est-à-dire que par pression radiatique, elle va expulser la poussière et le gaz qui restent encore dans le disque. Et donc à ce moment-là, en fait, on n'a plus de quoi créer des nouvelles planètes. Mais on a un certain nombre de planètes et de corps, des astéroïdes, etc., qui sont déjà là, sur des orbites instables. Et donc pendant encore un certain temps, on va avoir des rencontres proches, même des collisions. Tous ces corps, ils vont s'influencer gravitationnellement et ils vont s'expulser les uns les autres ou s'annihiler les uns les autres par collision. Et on pense notamment qu'il y avait une planète géante de la taille similaire à Saturne dans l'histoire de formation du système solaire qui a été expulsée lors de cette stabilisation des orbites. Et donc il faut attendre il y a 3,8 milliards d'années, sachant qu'on est parti il y a 4,5 milliards d'années avec la formation de la Terre, une planète tellurique, pour que les orbites atteignent des orbites stables et que le système solaire se retrouve sous la forme qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire une étoile au centre, une étoile qui est complètement moyenne, 6000 Kelvin de température, c'est ni gros, ni froid, ni chaud, ni chaud, ni froid, ni gros, ni petit, c'est très moyen. On a 4 telluriques, 4 gazeuses, on a des astéroïdes dans la ceinture de Kuiper entre Mars et Jupiter, et on a un réservoir de comètes complètement à l'extérieur du système solaire. Ce réservoir de comètes, il nous en envoie de temps en temps, elles passent proche du Soleil, on les voit du coup se sublimer. Certaines sont capturées, certaines sont disloquées, et certaines repartiront et on ne les reverra jamais. Un petit mot historique sur la découverte. Ici, vous avez toutes les planètes du système solaire. La Terre, c'est nous, on est ici, là, c'est le 3e point en partant de la gauche. Jupiter, qui est très gros là. Saturne, vous voyez, qui est à peu près du même ordre de grandeur. Donc toutes ces planètes, jusqu'à Saturne, elles étaient connues dans la Grèce antique et également dans la civilisation chinoise. On a des archives de ça. Et tout simplement parce qu'on les voit à l'œil nu. Donc j'espère que vous avez déjà vu ça. Ce matin, notamment, il y avait Vénus qui était juste au-dessus de la Lune. C'était très joli. Elle y sera encore demain matin, si vous voulez regarder à peu près vers 7h30. Ensuite, vous avez Jupiter, c'est l'objet le plus brillant après Vénus. Donc si vous êtes en pleine nuit, que vous regardez en l'air, qu'il y a un objet très brillant, vous avez une chance sur deux que ce soit Vénus, sinon c'est Saturne. Et donc ça, on va dire que c'est assez facile de voir que ce sont des objets particuliers, et quand on les regarde au fil des saisons, on voit qu'ils se déplacent sur le ciel. Plus dur, c'est Uranus, qui a été découvert par hasard en 1781, lors d'une campagne d'observation de Herschel, du coup. Il recherche des planètes... il recherche des étoiles doubles, et puis à un moment, il regarde dans son télescope et il ne voit pas un point comme d'habitude, mais un disque. Et quand on regarde au télescope et qu'on voit la surface, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une étoile. Et donc par hasard, il a découvert la planète Uranus en 1780 grâce à l'invention toujours de la lunette astronomique. Un peu plus intéressant, c'est Neptune en 1846. Ici, on a le résultat d'une démarche expérimentale, d'une investigation expérimentale. À cette époque, on a donc une théorie qui est la théorie de la gravitation universelle de Newton, et on a un modèle, qui est le modèle du système solaire avec un Soleil et 7 planètes. Et du coup, ce qu'a fait Le Verrier, ça a été de calculer, de prédire quelle devrait être l'orbite d'Uranus. Et il a fait des observations précises, et il s'est rendu compte que la trajectoire mesurée ne correspondait pas à la trajectoire prédite. On a donc un conflit entre l'observation et le modèle. C'est quelque chose qui arrive souvent en science. Et ce qu'on dit à ce moment-là, du coup, c'est soit j'ai mal fait mes mesures, je recommence, soit mon modèle n'est pas bon et je le discute. Et bien c'est ce qu'il a fait ici. Il était sûr que la gravitation de Newton marchait, il n'avait pas raison de la remettre en cause. Par contre, le modèle avec 7 planètes, il n'était pas sûr. Et il a essayé en tout cas de refaire les calculs avec une 8e planète. Et il s'est rendu compte qu'on pouvait parfaitement expliquer les observations à condition de rajouter une planète d'une certaine taille à un certain endroit. Du coup, à ce moment-là, il contacte ses collègues astronomes, il leur dit de pointer le télescope, et leur promet qu'ils vont trouver une planète. Ils l'ont fait, ils ont trouvé Neptune. Donc ici, voilà le résultat frappant d'une démarche scientifique menée de bout à bout. Un Américain recommence cette démarche, il retente l'expérience et il trouve Pluton, puisque Neptune, pareil, n'est pas tout à fait sur une orbite, sur l'orbite qu'elle devrait avoir. Elle est perturbée gravitationnellement par la présence de Pluton. Mais vous savez en 2006 que Pluton a été déplanétisé. On s'est rendu compte à cette époque-là qu'on était en train de découvrir de plus en plus de petits corps de la taille de Pluton, et que soit on allait finir avec un système solaire à 50 planètes, soit il fallait redéfinir proprement qu'est-ce que c'était qu'une planète. Et donc l'Union internationale astronomique a défini proprement les critères pour être une planète, et notamment, il faut que l'orbite se retrouve dans le plan de l'écliptique, comme les autres, et vous vous rappelez, ça c'est lié au processus de formation du système solaire.
Et bien Pluton, il a une orbite qui n'est pas du tout dans le plan de l'écliptique, donc c'est un des critères, il y en a d'autres, mais voilà, c'est une des raisons majeures pour lesquelles ce n'est plus une planète. Allons maintenant un peu explorer le système solaire. Le 4 octobre 1957, c'est-à-dire il y a pile poil 60 ans, on envoyait le premier satellite en orbite. C'était Sputnik, c'était les Russes qui ont battu les Américains sur la corde. Et à l'heure actuelle, vous avez à peu près tous un smartphone qui marche avec un GPS dedans. Donc pour vous, ça doit paraître absolument naturel d'avoir des satellites dans tous les sens, et vous utilisez ça dans votre communication de tous les jours et dans votre localisation. Mais ça, c'était il y a seulement 60 ans, donc il y a eu énormément de progrès qui ont été faits en 60 ans. Et là, il y a plein de missions. Je vous ai mis seulement les missions inédites, c'est-à-dire la première fois que ça a été fait. Donc on va sur Vénus, on va sur la Lune, on va sur Mars, etc. Il y a beaucoup d'infos. Je vais juste attirer votre attention sur Pioneer en 1965 et Voyager en 1977. Donc Voyager, j'ai déjà dit, c'est la première sonde interstellaire qui est sortie du système solaire. Pioneer, c'était la première interplanétaire qui allait survoler les planètes géantes. Ça veut dire qu'avant d'envoyer Cassini, on avait 3 survols de Saturne, puisque là, il y a 2 sondes Voyager. Donc on avait survolé 3 fois Saturne, et c'est tout ce qu'on connaissait précisément sur place de Saturne avant d'envoyer Cassini. Et là, vous avez donc le nombre de missions. On est allé 60 fois vers la Lune, et une seule fois Uranus-Neptune. Donc on connaît finalement encore très mal les limites extérieures de notre système solaire. Un petit mot sur Rosetta, c'est une première mondiale d'aller se poser sur une comète. Cette fois-ci, c'est l'Europe qui l'a fait. Et j'ai eu l'occasion d'en parler ici l'an dernier, si certains ont vu la conférence. La mission Rosetta, elle s'est finie à peu près de la même façon que s'est finie la mission Cassini, c'est-à-dire qu'on a sacrifié la sonde, on la voyait s'écraser sur une comète. Et là, vous avez la comète 67P, on ne voit pas très bien, mais il y a des jets, elle est en train de se sublimer ici en s'approchant du Soleil. Et c'est une photo qui est prise à quelques centaines de kilomètres seulement de la comète. Donc c'était une mission extraordinaire qui a apporté beaucoup d'informations sur les comètes, et ça me donne des informations sur le modèle de formation du système solaire également. Avant de partir plus précisément sur Cassini, un petit mot encore sur la complémentarité entre observation et exploration. Donc le fait de rester sur Terre avec un télescope ou le fait d'aller sur place. Je voulais vous parler du cas des anneaux de Neptune, qui est, je trouve, un très joli cas. André Braic, qui était astrophysicien au CEA, professeur à l'université Paris Diderot et spécialiste international des anneaux planétaires, a observé dans les années 80 que toutes les géantes avaient des anneaux. C'est-à-dire que Saturne, on le sait depuis le XVIIe siècle, a des anneaux évidemment. Uranus, on s'en est rendu compte en passant à proximité avec Voyager. Non, pardon, ça on l'a vu du sol, excusez-moi. Et Jupiter, on l'a vu avec Voyager. Donc Jupiter, je pense que vous n'avez jamais vu une photo de Jupiter avec ses anneaux. Effectivement, mais en fait, quand on va sur place, on se rend compte qu'il y a un anneau très très fin, très ténu, qu'on ne voit pas depuis le sol. Donc il y a quand même de la matière, il y a quand même un anneau. Et du coup, il se dit, toutes les géantes, elles ont des anneaux, il n'y a pas de raison que Neptune n'en ait pas. Il propose donc une campagne d'observation dans les années 83-84. Il va observer la planète Neptune lors d'occultation, ça veut dire lorsqu'elle passe devant une étoile qui est en arrière-plan. Et le fait de cacher l'étoile, ça va donner des informations sur la planète et son environnement local. Et il se rend compte qu'il y a 2 arcs, de part et d'autre, de la planète Neptune. Donc ce sont des arcs très ténus, très difficiles à détecter. Il a simplement détecté leur présence, mais il ne peut pas dire grand-chose dessus, il ne peut pas les caractériser. Et le timing est très bon, puisque 5 ans plus tard, il y a Voyager qui passe par-dessus, et qui va faire l'unique survol à ce jour de la planète Neptune. Et là, on voit très très bien ce système d'anneaux par photographie. Ça, c'est une des seules photographies qu'on ait de Neptune, puisqu'il y a eu un seul survol. Alors la mission Cassini-Huygens maintenant, je vais un peu rentrer dans les détails scientifiques de cette mission en particulier. C'est une collaboration internationale entre les Américains avec la NASA, les Européens avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne. Pourquoi ces deux noms? Cassini, c'était l'astronome astrologue de Louis XIV, donc à l'époque ça voulait dire la même chose. Et Huygens, c'était également un astronome du XVIIe siècle. Cassini crée l'Observatoire de Paris en 1671 et il identifie la division entre les anneaux A et B. Ça, on le verra sur la prochaine photo. En fait, c'est un trou entre les anneaux. Huygens, pour sa part, découvre Titan, étudie les anneaux de Saturne et également formule la théorie ondulatoire de la lumière en 1678. C'est donc lui qui pose les bases de la théorie qu'on utilise aujourd'hui tous les jours pour parler de la lumière comme d'une onde. Et là, on a les premières publications scientifiques sur Saturne, avec en 1610 un croquis fait par Galilée de ce qu'il voit au télescope. Et donc, il voit un corps central et 2 compagnons. Donc là, évidemment, ce n'est pas ça qu'il aurait dû voir, mais rappelez-vous qu'il a une lunette astronomique de très mauvaise qualité optique,
qui vient d'être inventé. Et puis il vient également de découvrir les satellites de Jupiter. Du coup, il se dit, ben, c'est un peu pareil, il doit y avoir des corps à proximité. Et donc hop, il dit, j'ai vu 2 compagnons. Voilà. Et puis après, quelques années plus tard, avec l'amélioration de l'optique et puis l'évolution de toute façon des anneaux au cours des années, il publie ce croquis-là, qui est un peu plus ressemblant. Ici, cette photographie, c'est la première photographie de Voyager en 1989. Et vous voyez la division de Cassini dont je vous parlais, c'est ce trou qui est quand même très visible, très contrasté dans les anneaux. Vu par Hubble, le télescope spatial américain, ça, ce sont des photos prises à 1 an d'intervalle. On revoit à nouveau la division de Cassini. On a une très bonne qualité optique, là, vous voyez. C'est un satellite qui est en orbite autour de la Terre. Hein. Et on voit l'évolution de la saison sur Saturne, c'est-à-dire l'évolution de l'inclinaison de la planète par rapport à nous au cours de son voyage. Donc ça nous fait en 5 ans. Et la révolution complète de Saturne, ça dure 23 ans. Donc là, on a un quart de... Donc là, on a une saison, quoi. On part de l'équinoxe ici et on arrive à peu près vers le solstice là-haut. Et une dernière photo, une de mes photos préférées, ça c'est une photo vue par Cassini. Et là, on commence vraiment à parler en termes de détails. On voit que les anneaux, ils sont extrêmement fins. Que ici, on a un petit satellite, que là, on a l'ombre projetée. Et vous voyez la structure, on peut reconnaître différents systèmes d'anneaux avec différentes divisions. En avant-plan, vous avez le satellite Titan, qui a été particulièrement étudié lors de cette mission par Cassini. Et là, on voit des détails de l'atmosphère de la planète. Donc là, vraiment, on est sur place et on a accès à une quantité d'informations qui est très très importante et on va faire énormément de découvertes scientifiques en étant là-bas. Et une dernière photo, parce que je ne peux pas m'arrêter sans ça. Ça, c'est Saturne vu par un amateur. Donc Saturne est là. Donc je vous montre cette photo parce que quand même c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez l'occasion, là vous avez grossi par un facteur 2. Là on reconnaît bien le système d'anneaux. Si jamais un jour vous utilisez un télescope amateur, vous allez peut-être être un petit peu déçu. Parce que déjà l'image elle va être en noir et blanc. Et puis elle va être toute petite. Malgré tout, voir ça au télescope, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça fait des frissons, surtout la première fois. Et j'espère que vous aurez l'occasion, je vous encourage à avoir cette occasion. Et vous serez capable de voir notamment le vide entre les anneaux et la planète, voire probablement quelques contrastes au niveau des anneaux ou de la surface. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais je sais d'expérience que des gens qui mettent le nez la première fois dans le télescope, enfin l'œil c'est mieux, ils se rendent compte que, ils découvrent qu'en fait c'est tout petit et qu'on voit mieux sur Internet. Oui, parce qu'on a des sondes qui sont allées sur place, on a des télescopes en orbite. Alors la mission maintenant. La mission, les objectifs scientifiques. C'était censé être une mission qui dure 4 ans. Et bon, je vous le dis tout de suite, elle a duré 13 ans, parce qu'elle était très bien conçue. Elle a pour objectifs principaux d'aller, d'une part, étudier l'atmosphère planétaire, la magnétosphère et le système d'anneaux. La magnétosphère, c'est simplement le champ magnétique créé par la planète. D'autre part, étudier le système de satellites. En allant sur place, on savait qu'il y avait 30 satellites. En revenant, on sait qu'il y en a 62. Plonger dans l'atmosphère de Titan avec un module Huygens, ça c'est la contribution européenne de la mission. Donc l'objectif est vraiment d'aller se jeter sur Titan et de voir ce qui se passe. Donc pour aller un peu plus dans le détail, là-bas, ça c'est tout ce qui est autour de la planète, ce qui va nous permettre d'avoir des infos sur la structure, la composition et la formation de la planète Saturne. Ici les satellites, il y en a plein, on le sait, et donc on va se retrouver face à une grande diversité des satellites et potentiellement chercher pour des zones d'habitabilité sur ces satellites. Habitabilité en particulier sur Titan. Donc Titan, c'est le plus gros. Il a été détecté observationnellement au début du XVIIe siècle. Et vu depuis la Terre, et puis grâce aux 3 survols, je vous rappelle, des missions Pioneer et Voyager, on a déjà des informations sur son atmosphère. Et on sait qu'il y a une atmosphère dense d'environ 1,5 bar, donc 50% de plus que sur Terre, composée en très grande majorité de diazote, comme sur Terre. Par contre, c'est une atmosphère qui est opaque, et du coup, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. On imagine qu'il va y avoir un océan, mais on se dit qu'il va peut-être y avoir de la terre solide, et en fait, on n'en sait absolument rien, et du coup, ils ont créé une mission ici complètement à l'aveugle, en disant on va jeter un module, et on ne sait pas sur quoi il va atterrir. Ils se sont donc concentrés notamment sur la descente dans l'atmosphère. Et Titan a été principalement conçu pour faire des mesures pendant environ 2h30, elle va avoir un petit parachute et elle va descendre dans l'atmosphère. Et pendant ce temps-là, elle va mesurer la composition chimique de l'atmosphère, mesurer les vents, mesurer les gaz qui sont présents.
Pourquoi on s'intéresse tellement à Titan? Donc c'est cette histoire d'habitabilité. On se rend compte qu'il y a une pression de 1,5 bar, qu'il y a de l'azote, et on est en train de se demander si ce ne sont pas les conditions physico-chimiques de la Terre primitive, c'est-à-dire la Terre d'il y a à peu près 4,5 milliards d'années, ou disons 4 milliards d'années. Et ça, évidemment, ce sont des conditions qu'on ne peut plus rencontrer et étudier sur Terre. Et donc si jamais on identifie Titan comme étant une Terre primitive, ça va évidemment beaucoup nous exciter et nous permettre d'étudier un peu quels sont les processus d'évolution au niveau physico-chimique de ce genre d'environnement. Donc pour répondre à tous ces objectifs scientifiques, on a 18 instruments que je ne vous détaille pas, que j'ai regroupés ici en famille. On a donc tout ce qui est pour la spectrométrie, notamment la spectrophotométrie, ça veut dire mesurer les longueurs d'onde présentes dans le rayonnement et en déduire des informations sur les structures et les composés chimiques. Également la spectrométrie de masse, donc à nouveau pour détecter les composants qui sont présents. On a un instrument pour mesurer la poussière, puisque la sonde va se balader dans un environnement interplanétaire où il y aura probablement encore un peu de poussière, notamment quand il va passer dans les anneaux. Et il a de quoi, du coup, attraper un peu de poussière et l'analyser sur place. Des mesures de champ magnétique, évidemment. De l'imagerie, évidemment. Et Huygens, en plus, va mesurer les gaz. Il y a un petit package de surface. On ne sait pas trop sur quoi il va atterrir, mais il a quelques instruments pour faire quelques petites mesures une fois qu'il est au sol. Et il va faire des mesures de vent par effet Doppler pendant la descente. C'est une mission qui est donc extrêmement ambitieuse, je vous l'ai dit, et notamment, il est question d'aller se mettre en orbite autour d'une planète géante, aux confins du système solaire, ça c'est un truc qui n'a jamais été fait, de passer entre les anneaux externes au cours de sa trajectoire d'approche, quelque chose qui n'a jamais été fait non plus, d'aller atterrir en douceur sur un satellite là-bas, qui n'a jamais été fait non plus. Et tout ça, c'est un projet qui a été initié en 1982. Et comme je l'ai écrit ici, c'est 1 an avant la commercialisation du premier téléphone portable. Donc vous pouvez un peu imaginer, c'est un peu l'âge de pierre pour vous, j'imagine. C'est-à-dire qu'en 82, on a imaginé qu'on pouvait faire tout ça, c'est absolument impensable. Oui, bien sûr, on va aller se mettre en orbite autour de Saturne et tomber sur Titan, bien sûr. Bon, et en plus de ça, le projet est accepté en 1987. Et comment marche les missions spatiales? Et bien, une fois que le projet il est accepté, on n'y touche plus. On a une dizaine d'années pour le mener à bien et le lancer. Mais quand je dis on ne le touche plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier la technologie qui est embarquée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le risque d'envoyer un nouveau composant, une nouvelle technique d'observation qui vient juste d'être inventée, mais dont on n'est pas sûr qu'elle va tenir sur la durée. Si jamais on envoie du matériel qui va bugger au bout de 10 ans parce qu'on n'a pas le recul scientifique pour être sûr de ce qu'on fait, bah, ce serait quand même dommage d'avoir une mission et qu'elle ne puisse pas faire les mesures qu'on lui a demandé de faire. Alors du coup, bah, ça en fait une des sondes les plus lourdes puisqu'elle envoie autant d'instruments scientifiques à un endroit où on n'est encore jamais allé et où on ne retournera pas tout de suite. Donc c'est un objet assez impressionnant, hein. J'avais la photo ici, là, 7 mètres là, par 4 mètres ici. Là, vous avez des ingénieurs en salle blanche qui sont en train de préparer la sonde, et ils sont en salle blanche pour éviter de contaminer la sonde avec des poussières. À nouveau pour protéger l'électronique avant de l'embarquer, parce que si l'électronique ne marche plus à cause des poussières, bah, c'est un petit peu dommage. Et on a également 3 tonnes de carburant qui va servir aux corrections de trajectoire et notamment à freiner brutalement la sonde en arrivant autour de Saturne. Je vous reparlerai de ça dans la trajectoire dans un instant. Et on a un générateur à radioisotope, plutonium-238. Donc si vous comprenez ce que ça veut dire, il y a un petit système nucléaire à bord. Et pourquoi ça? Bah, pour faire fonctionner l'électronique à cette distance-là. Puisque à cette distance du Soleil, le rayonnement solaire est très très faible. Donc utiliser des panneaux solaires, ce n'était pas suffisant pour faire marcher tous ces instruments. Et en plus, on se balade dans un environnement inconnu, probablement plein de poussière. Et si jamais la sonde rencontre des poussières, aux vitesses à laquelle elle se balade, ça peut faire des impacts dommageables sur les panneaux solaires. Et du coup, après, on se retrouve sans ressources énergétiques. Et c'est la raison pour laquelle la sonde s'arrêtera. Donc à nouveau, ben, voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, on a envoyé du nucléaire sur cette sonde. Alors le timing, je vous ai déjà dit que la partie européenne Huygens, elle a été imaginée en 1982, la partie américaine en 1984, et en 1987, le projet commun NASA-ISA a été accepté, a été choisi. Et donc à partir de là, ben, on a 10 ans pour se préparer et pour se lancer. Le lancement a eu lieu le 15 octobre 1997, donc il y a tout pile 20 ans. Elle n'a pas pu fêter ses 20 ans en orbite. Et ensuite, c'est parti pour un voyage interplanétaire, avec plusieurs tours ici, je vous en reparle dans une seconde. Et en 2004, on arrive autour de Saturne. On arrive au mois de juillet vers Saturne. Et le 14 janvier 2005, on se pose sur Titan. Et en 2008, donc la mission était censée durer 4 ans, hein, donc 2008, fin officielle de la mission. Et vu que tout marchait bien, eh ben, on l'a prolongé une première fois, puis une deuxième fois,
puis une troisième fois. Et ça a été en septembre là qu'on a décidé, donc avec ce fameux grand final qui a été très médiatisé, qu'on a décidé de mettre fin à cette aventure autour de Saturne. Alors un petit mot sur la trajectoire. La trajectoire, vous voyez, elle fait plusieurs fois le tour du Soleil ici avant d'aller voir Saturne. C'est une technique qu'on appelle la technique de fronde gravitationnelle. C'est une technique qui est très utilisée maintenant dans toutes les missions. Et l'idée, c'est que vous ne pouvez pas envoyer une sonde directement de la Terre à Saturne. Pourquoi? Parce que ça vous demande énormément d'énergie, et beaucoup trop d'énergie. Et du coup, il faudrait redimensionner tout ça, et non pas envoyer 3 tonnes de carburant, mais à peu près 45 tonnes de carburant. Et bon, du coup, c'est un vrai problème. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est profiter de toute l'énergie qui est à disposition dans le système solaire. Cette énergie, c'est l'énergie gravitationnelle des planètes qui sont en train de tourner autour du Soleil. Donc, l'idée, c'est qu'on envoie la sonde ici, on la lance depuis la Terre en octobre, et on l'envoie sur une trajectoire autour du Soleil, telle que sur cette trajectoire, elle va rencontrer la planète Vénus. Ça, j'ai envie de dire que c'est facile, c'est bien maîtrisé, ça a été fait, refait, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en arrivant à proximité de Saturne, la sonde qui jusque-là ne voyait que le Soleil va voir l'influence gravitationnelle de Vénus. Donc on passe en termes de mécanique d'un système à 2 corps à un système à 3 corps, puis en fait un système à 2 corps à nouveau avec Vénus, c'est-à-dire que pendant un certain temps, la sonde ne ressent que l'influence gravitationnelle de Vénus, lorsqu'elle est très proche de la planète. Et donc à ce moment-là, elle va profiter du mouvement de Vénus et elle va du coup tirer une accélération, elle va tirer une énergie de cette interaction gravitationnelle qui va l'envoyer sur une autre trajectoire. Cette autre trajectoire, elle peut être plus proche du Soleil ou plus loin du Soleil selon les conditions d'approche. Et donc là, en l'occurrence, ça l'a envoyé sur une trajectoire un peu plus externe. Et ici, vous voyez le Targeting Maneuver en décembre 1998. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait un petit coup de boost avec les propulseurs de manière à corriger légèrement la trajectoire. Et on l'a renvoyé à nouveau rencontrer Vénus. À ce moment-là, une nouvelle fronde gravitationnelle et on l'envoie sur une vraie orbite externe. Et ça, en fait, ce n'est pas juste une orbite. Vous voyez qu'au passage, ça resurvole la Terre, donc à nouveau un petit kick. Et ça survole Jupiter, donc un dernier petit kick. Et à chaque fois, on modifie légèrement la trajectoire et ça nous envoie directement sur Saturne. Donc vu comme ça a l'air un petit peu être une coïncidence diabolique. En fait, pas du tout. Ça a été calculé et il faut bien respecter le timing de votre envoi de mission. Ça fait partie du projet, évidemment. Hein. Donc on peut calculer très facilement les orbites des planètes. Ça, on peut le prévoir pour des centaines de milliers d'années si tout va bien d'ici là, si c'est stable. Et du coup, il suffit juste de l'envoyer au bon moment. Donc je dis il suffit avec des guillemets, hein, évidemment. Et on peut faire ça. Donc là, vous avez plein d'animations sur Internet que je vous invite à aller voir. Je vous ai montré celle de Rosetta l'an dernier notamment. J'en ai pas trouvé pour la mission Cassini, donc je ne vous ai pas montré aujourd'hui. Mais voilà, c'est impressionnant de voir la sonde se déplacer, puis de faire les tours, et puis de rencontrer la planète. On voit la planète qui arrive, et puis elles vont se rencontrer, et hop, ça part là-bas. Et une fois arrivé sur Saturne, là, je vous le disais tout à l'heure, un bon coup de propulseur pour se faire piéger gravitationnellement et rester en orbite autour de Saturne. Allez, j'enchaîne maintenant sur les résultats scientifiques de la mission. Donc je vous disais, il y en a beaucoup, j'ai dû faire des choix. Je vais essayer de survoler un petit peu certains, d'aller plus dans le détail pour d'autres. N'hésitez pas tout à l'heure à m'en demander plus. On commence par l'atmosphère planétaire. On voit depuis la Terre ce petit hexagone. Je n'ai pas attiré votre attention dessus tout à l'heure, mais sur les images de Hubble, par exemple, on voit cet hexagone-là. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Bon, maintenant, on est allé voir sur place. Et ça nous a permis d'avoir 4 photos. Donc là, on fait de la spectrophotométrie, on regarde dans l'ultraviolet, on regarde dans le visible et on regarde dans l'infrarouge. Et ce qu'on observe, c'est que la figure géométrique n'est pas exactement la même à chaque fois. Et ça, donc, c'est un exemple où on voit que les différentes longueurs d'onde, donc les différentes lumières, nous donnent des informations différentes sur cet endroit-là. Et on peut en tirer des informations sur notamment la structure, le profil de température, ce genre de choses. Une question qui n'est pas encore tout à fait résolue, c'est pourquoi un hexagone? Un hexagone, c'est quand même une figure géométrique assez particulière. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de vent fort ici, plusieurs centaines de km/h, qui stabilisent cette figure géométrique. Mais alors pourquoi un hexagone? Ce n'est pas encore tout à fait résolu. Et pour vous donner des dimensions, ça fait 2 fois la taille de la Terre. Et au centre, cette petite tache qu'on voit, et qu'on voit également depuis la Terre avec des bons télescopes, cette petite tache, c'est en fait cet ouragan énorme qui fait 2 fois la taille de la France. Là, on a 2000 km. Et on a un ouragan permanent au pôle nord de Saturne depuis plusieurs centaines d'années, et probablement pour encore plusieurs centaines d'années. Et là, vous voyez qu'on a une très bonne résolution de l'image. On voit des tourbillons ici, enfin ça c'est vraiment magnifique en termes de dynamique des fluides. Et bah, du coup, ça nous donne, enfin, voilà, en arrivant sur place, on a des informations un peu sur cet ouragan permanent au nord. Et je complète avec ici un orage.
ça, c'est un orage qui a été observé. C'est un phénomène qui arrive à peu près tous les 20 ans sur Saturne, à peu près, enfin, 2 fois par résolution, donc à peu près tous les 15 ans. Et on était sur place avec des caméras braquées sur la planète quand c'est arrivé cette fois-ci. Et ce qu'on observe là, c'est un orage dans l'atmosphère. Et il a duré plusieurs mois, cet orage. Et il a fini par se répartir sur tout le tour de la planète à 35 degrés de latitude. Donc parallèle à l'équateur, tout le tour de la planète pendant plusieurs mois. Bon, et tout ça, ça nous donne quoi comme information? Des informations sur la structure interne de la planète et notamment sur les mouvements convectifs. Les mouvements convectifs, je pense que vous connaissez, je chauffe en bas, je refroidis au-dessus. Au bout d'un moment, il y a une instabilité et ça va monter au centre et ça va faire des courbes comme ça, des boucles de convection. Bon, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais du coup, voilà, ça donne des informations notamment sur la structure interne et la présence d'hélium. Deuxième résultat majeur, on allait là-bas pour étudier la magnétosphère. La magnétosphère, c'est l'enveloppe magnétique créée par le champ magnétique de la planète. Donc ici, vous avez une image avec le champ magnétique de la Terre. Je n'ai pas trouvé l'équivalent pour Saturne, mais ça marche exactement de la même façon. Vous avez cette espèce d'enveloppe protectrice. Et pourquoi protectrice? Parce que lorsque des rayons cosmiques vont arriver, c'est-à-dire simplement des particules chargées, ça, il y en a partout dans l'univers. Donc quand des particules chargées arrivent, notamment en provenance du vent solaire, enfin du Soleil, via le vent solaire, ces particules vont rencontrer le champ magnétique et vont être déviées et vont repartir. Et en fait, elles vont être piégées par les lignes de champ magnétique et elles vont suivre les lignes de champ magnétique. Bon, il y en a malgré tout qui vont arriver ici, ce qu'on appelle la magnétopause, c'est-à-dire là où les lignes de champ vont se recouper au pôle. Et ça va créer, vous connaissez probablement, des aurores boréales. Il y en a beaucoup au nord de la Norvège, au nord de la Scandinavie. Et c'est très joli. J'espère aussi que vous avez eu l'occasion de voir ça ou que vous l'aurez. Ce sont des phénomènes dynamiques qui durent plusieurs minutes et qui ont des très beaux effets colorés. Bon, on a la même chose sur Saturne, sauf que ça dure plusieurs jours sur Saturne. Et là, vous avez 3 photos prises à 1 jour d'intervalle avec une aurore boréale qui est là en permanence. Donc on a étudié les champs magnétiques autour de Jupiter pour voir un peu la complexité de Saturne, pour voir la complexité de ce système-là. Et notamment, je vous disais, les particules chargées viennent principalement du Soleil, c'est vrai pour la Terre. Mais en fait, autour de Saturne, il y a beaucoup de particules qui viennent également du système d'anneaux et du système de satellites. Notamment du satellite Encelade, dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Donc voilà, on apprend plein de trucs, je ne détaille pas trop. Juste un petit mot sur la mesure incertaine de la durée du jour, ça je trouve ça intéressant. On a passé 13 ans en orbite autour de la planète Saturne, et on ne sait toujours pas combien de temps ça dure un jour sur Saturne. Donc quand je dis qu'on ne sait pas, ça veut dire qu'on sait que ça dure 10h20, mais à plus ou moins 10 minutes. Et plus ou moins 10 minutes, c'est beaucoup. Hein. Donc c'est comme si nous on était à 24 heures, plus ou moins 20 minutes, on ne sait pas. Bon, c'est un peu étonnant. Et alors pourquoi on ne sait toujours pas, avec précision? C'est parce que sur une planète tellurique, c'est facile. Vous voyez passer une montagne, vous attendez un tour, vous la revoyez repasser, vous connaissez la durée du jour, c'est fini. Sur une planète gazeuse, vous n'avez pas de surface. Vous avez des mouvements en permanence dans l'atmosphère, donc ça change en permanence, et du coup, vous n'avez pas de point de repère fiable. Et ce qui a été fait sur Jupiter et sur Uranus, avec succès, ça a été de mesurer la rotation du champ magnétique. Si le champ magnétique, si son axe n'est pas aligné avec l'axe de rotation de la planète, ce qui est le cas notamment sur Terre, le pôle nord magnétique n'est pas égal au pôle nord géographique, du coup, ça veut dire que sur une rotation, on va voir le champ magnétique tourner comme ça. Et donc, on a pu comme ça mesurer la durée du jour sur Jupiter. Sur Saturne, ça ne marche pas, parce qu'il se trouve que le champ magnétique est pile poil aligné avec l'axe de rotation de la planète. Et en fait, c'est étonnant pour un géologue de comprendre pourquoi est-ce que le champ magnétique le champ magnétique est aligné. En fait, la norme, c'est qu'il ne soit pas aligné. Et du coup, ça, à nouveau, ça nous donne des informations sur la structure interne de la planète, et notamment la présence d'hélium, encore une fois, qui a des caractéristiques particulières sur le fonctionnement de la dynamique de Saturne. Alors, les anneaux. Donc les anneaux, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Ici, vous avez sur cette photo, c'est un peu comme tout à l'heure, vous avez les ombres projetées des anneaux qui sont là, sur la planète. Et vous voyez la finesse du trait ici, c'est très joli. Et là, vous avez un zoom sur une division dans les anneaux. Et vous voyez ce petit caillou là qui se balade. Et donc ce petit caillou, on peut imaginer qui se balade dans un des interstices ici entre les anneaux. Et ce petit caillou, probablement, qui s'est formé en faisant le vide un peu autour de lui sur cette orbite-là. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de matière. Et ce que vous voyez dans les détails ici, c'est cette petite vague-là. Ça, c'est l'influence gravitationnelle de ce petit caillou sur le système d'anneaux qui est là.
Donc c'est vraiment des anneaux qui sont fluides, hein, c'est extrêmement dynamique. C'est composé de petits cailloux, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ça se comporte comme un fluide, là ça se voit très très bien ici. On a donc des résultats scientifiques sur la structure, la composition, la formation, tout ça. On a découvert des satellites Berger. Les satellites Berger, c'est intéressant, c'est des satellites particuliers qui se trouvent être pile poil à l'extérieur des anneaux de Saturne et qui finalement stabilisent les anneaux par gravitation. Et quand je dis stabilise, ça veut dire que si y a une partie des composants qui sont là qui commencent à s'échapper, et par attraction gravitationnelle, ils vont être ramenés dans le troupeau par la présence des satellites. Et maintenant, je voudrais vous parler un peu plus en détail d'effets de marée et de limites de Roche qui sont probablement à l'origine de la formation des anneaux de Saturne. Alors, les effets de marée, vous connaissez. En Bretagne, il y a des marées qui sont très importantes, de plusieurs mètres, et qui ont lieu toutes les 12 heures, donc marée haute, marée basse, tout ça. Et vous savez probablement que c'est dû à la présence combinée de la Lune et du Soleil. En fait, chacun, indépendamment, ça nous ferait des marées. Le Soleil tout seul, la Lune tout seul, ça nous ferait des marées. Mais la combinaison des deux, ça amplifie ce phénomène de marée qu'on a sur Terre. Mais sur Terre, ça ne fait que élever la hauteur d'eau et créer une onde de marée, et donc voilà, des marées hautes et basses, notamment en Bretagne. Bon, là, c'est un peu plus violent, puisque ça ne va pas soulever l'eau à la surface. Bon, en plus, il n'y a pas d'eau à la surface. Ça va carrément soulever le matériau solide, ça va soulever la Terre. Donc ça va déformer le satellite. Et c'est ce que vous avez ici, cette espèce de patate là. Vous avez un satellite qui a priori est plutôt sphérique, hein, plutôt solide, mais les effets de marée sont tellement forts que ça va le déformer sur son orbite et que le satellite passe son temps à être squeezé dans un sens et dans l'autre, et donc à être malaxé. Et le fait de malaxer comme ça votre satellite, par effet de friction, ça va chauffer son intérieur, et ça va donner une énergie interne au satellite qui va avoir différentes conséquences, notamment sur Encelade, dont je reparle dans un instant. Et cet effet de marée est associé à ce qu'on appelle la limite de Roche. Donc Roche était un scientifique, hein, ce n'est pas le caillou. Et cette limite de Roche correspond à la distance théorique de la planète, en dessous de laquelle, si un satellite s'aventure, il sera désintégré par effet de marée. Donc tant que je suis à l'extérieur, je peux avoir un satellite qui est plutôt bien, plutôt stable s'il est loin, et puis qui commence à être déformé par effet de marée là, et là il sera carrément détruit. Et donc on suppose à cette heure-ci que les anneaux sont la conséquence d'une désintégration d'un ou plusieurs satellites, d'une ou plusieurs comètes, dont la matière est restée gravitationnellement en orbite dans un disque autour de Saturne. Et ça colle du coup avec un modèle dans lequel les anneaux sont plus jeunes que la planète. C'est-à-dire que la planète s'est formée d'abord, puis un satellite est passé trop proche, s'est fait désintégrer, et on a obtenu des anneaux à ce moment-là. Les anneaux, du coup, quelques détails de plus. On savait avant de partir qu'il y en avait 4 principaux, donc très larges. En arrivant sur place, on en détecte 3 mineurs supplémentaires. C'est principalement de la glace. Donc sous la glace, il y a probablement des silicates, hein, des cailloux. Mais en extérieur, c'est principalement de la glace. Vous voyez la taille des grains ici. Donc on a des objets qui vont de la taille de la poussière, hein, du micromètre, jusqu'à une dizaine de mètres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça se comporte comme un fluide. C'est plein de tout petits corps avec ces échelles-là de taille. Et ce qui est extrêmement impressionnant et encore pas très bien expliqué, c'est que leur épaisseur est inférieure à 30 mètres. Donc sur les photos, ça se voyait bien, hein, quand on passe et qu'on les voit de côté, ces anneaux, ils sont extrêmement fins. Et ça, c'est extrêmement intéressant et on ne comprend pas encore tout à fait pourquoi ils sont aussi fins. Donc c'était un peu une surprise en arrivant sur place et ça va nous donner des contraintes sur les processus de formation et d'évolution. Allez, je m'arrête là pour les anneaux. Je vais parler maintenant d'Encelade. Donc Encelade, ça c'est la surprise de cette mission. On a un tout petit corps qui fait 500 km. Donc c'est vraiment tout petit. 500 km de rayon, donc ça fait que le diamètre c'est une fois la taille de la France. Et donc un satellite de cette taille-là, il n'y a aucune raison qu'il ait de l'activité, par exemple volcanique. Et ce qu'on a vu en arrivant sur place, c'est ces geysers. Donc quand je dis qu'il n'y a pas d'énergie interne, hein, ça veut dire notamment qu'il doit être très froid, il doit s'être refroidi et ça doit être une espèce de caillou glacé et rien d'autre. Et en arrivant, on voit ces geysers qui sont là et ça expulse de l'eau, ça expulse des molécules de H2O ici dans l'espace interplanétaire. Et donc ça, c'est une énorme surprise. Et tant que j'y suis, donc ces particules d'eau, une fois qu'elles sont dans le vide ici, elles sont ionisées. On obtient donc des particules chargées. Et ces particules chargées sont attrapées par le champ magnétique et vont aller créer des aurores boréales à la surface de Saturne. Bon, la surprise principale quand même, c'est pas le fait que ça crée des aurores, c'est surtout qu'il y ait de l'eau qui s'échappe de ce petit satellite. Et donc, pourquoi il y a de l'eau ? Nous, on ne s'y attendait pas, c'est un tout petit satellite, je vous le disais. La température de surface est de moins 200 degrés Celsius. Et cette eau, elle vient du coup d'un océan d'eau liquide qui est sous pression sous la surface.
Et c'est ça la grande surprise, comment sur un satellite aussi petit, aussi froid, on peut avoir de l'eau. Et bien ça, c'est exactement les effets de marée qui en sont la cause, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il y a une déformation gravitationnelle du satellite en permanence sur son orbite, ce qui va chauffer l'intérieur, et ce qui va du coup faire fondre la glace, la mettre sous pression. Et là, vous voyez plein de petites fractures en surface, et donc l'eau qui est sous pression va s'infiltrer, s'échapper, et former des geysers. Donc là, évidemment, ça a beaucoup excité la communauté scientifique. On a trouvé de l'eau liquide, on a trouvé de l'énergie, et là, ça fait tilt. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber sur quelque chose où il y aurait potentiellement de la vie? Donc évidemment, on n'en est pas encore là, mais déjà, possiblement, on aurait de la chimie prébiotique, c'est-à-dire qu'on a les conditions au moins nécessaires, si ce n'est suffisantes en tout cas, on a les conditions nécessaires pour imaginer des cycles chimiques qui pourraient éventuellement former des molécules complexes, qui ensuite généreraient des molécules plus complexes et des molécules qu'on appelle prébiotiques, qui sont donc le niveau en dessous, les acides aminés et les molécules de la vie. Et donc là, la conclusion quand même, c'est que ça remet en cause les notions d'habitabilité. On ne s'attendait pas du tout à trouver une possible source de vie à cet endroit-là. Et donc, on se rend compte que les effets de marée sont quelque chose qui permettent de donner l'énergie suffisante pour l'envisager. Alors, nous, on cherche toujours la vie sous la forme qu'on la connaît. Donc, on s'est dit déjà dans les critères, il nous faut de l'eau liquide, il nous faut de l'énergie. Là, malgré tout, vu que c'est sous 10 km de glace, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Donc, il faut qu'on revoie un petit peu quels sont nos critères. Et bon, on est en train de découvrir de la vie au fond des océans, là où il n'y a pas de lumière. Donc, il faut quand même garder l'esprit assez ouvert et se demander si on ne pourrait pas, oui ou non, avoir de la chimie prébiotique à cet endroit-là. Dans le même type d'idée, du coup, il y a Titan. Alors Titan, je vous le disais tout à l'heure, on sait que ça ressemble potentiellement à une Terre primitive. Donc là, on s'attendait à trouver éventuellement de la chimie prébiotique, enfin en tout cas les conditions pour avoir de la chimie prébiotique. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de la descente du module Huygens sur ce satellite. Donc je vous rappelle que l'atmosphère est opaque. Avant d'y aller la première fois, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Le 14 janvier 2015, j'étais moi-même en première année de prépa, on a assisté à la descente en direct d'un satellite à l'autre bout du système solaire sur un monde inconnu. Et là, on ne savait absolument pas ce qu'on allait voir, et on a ouvert les yeux grâce à cette sonde sur un monde qui, vu de loin, c'est exactement la Terre. Ici, on a une image radar prise en orbite. On reconnaît des systèmes fluviaux avec des affluents, des fleuves et un lac. Ici, on reconnaît une chaîne de montagnes, et ici, on est au niveau du sol. Et si je change les couleurs, là je peux vous faire croire qu'on est sur Terre avec un désert et des petits cailloux qui ont été érodés par des liquides et qui forment du coup cette forme un peu ronde, reconnaissable des galets. Et donc voilà, cette descente, on ne savait pas ce qu'on allait trouver et on trouve vraiment un paysage qui est absolument similaire à ce qu'on aurait si on descendait sur Terre pour la première fois, avec des montagnes de plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres de haut ici, un peu comme chez nous. Et puis la deuxième surprise, c'est qu'on tombe sur un corps solide. Ça, pareil, on ne le savait pas. Et donc, ça a été un succès, cette descente, puisqu'on a pu faire comme prévu toutes les analyses chimiques pendant 2h30 de descente, lors de la descente avec un parachute. Et une fois atterri au sol, du coup, la sonde, qui n'est pas tombée dans un océan, a pu continuer à faire des mesures. Et ce que je vous ai quand même pas dit, là, c'est quand même un peu important, ces fleuves, ces affluents, tout ça, ces lacs, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est en fait du méthane liquide. C'est de l'hydrocarbure. Et donc en arrivant, on a trouvé un cycle du méthane exactement comme on aurait le cycle de l'eau sur Terre, avec des lacs, de l'évaporation et des pluies de méthane. Donc malgré tout, c'est quand même pas un environnement hyper sympa pour nous à l'heure actuelle, je vous l'accorde. Mais je vous rappelle que la question c'est est-ce que cet endroit-là, ça ne ressemblerait pas à une Terre primitive, il y a 4 milliards d'années. Et notamment, pourquoi on a ça en méthane? Parce que la température de surface, c'est moins 180 degrés Celsius. Et à cette température, le méthane, qui est gazeux, n'est-ce pas, sur Terre, il se retrouve liquide sur Titan. En termes de caractéristiques, j'ai rappelé un peu quelques chiffres dont j'ai déjà parlé, je ne vais pas insister. Simplement un petit détail, c'est quand même que cet objet il est de la taille de Mercure, donc si on l'avait pris et qu'on l'avait mis tourner autour du Soleil, on appellerait ça une planète. Sauf que là, il tourne autour de Saturne, et donc c'est simplement un satellite. Et donc, si c'est une Terre primitive, la priorité, à mon sens, c'est d'en comprendre beaucoup plus, de l'étudier davantage pour savoir comment est-ce qu'elle pourrait évoluer et est-ce qu'elle pourrait éventuellement évoluer comme a évolué la Terre, en gardant à l'esprit qu'on est aux confins du système solaire et que l'énergie solaire qu'on reçoit est très très faible et que donc on a des températures très très basses. Et j'ai mis ici à coloniser, parce qu'il y a eu le 12 septembre dernier
un documentaire sur France 5, peut-être que certaines en ont entendu parler. Et ce documentaire s'est intéressé surtout au côté science-fiction et prétend que d'ici 100 ans, on pourra aller installer des colons qui seront en autosuffisance sur Titan et que ça nous servira de base pour aller encore plus loin après. Alors là, je vous laisse libre cours, de toute façon, moi je ne serai plus là. Et à mon sens, ce n'est pas vraiment la priorité d'aller coloniser Titan. Et il parlait notamment de faire une nouvelle civilisation là-bas. Bon, je ne pense pas qu'on soit prêt humainement à survivre à ce genre d'aventure. Alors du coup, c'est déjà la dernière partie de la mission, avec le grand final. Le grand final, c'est les 4 derniers mois de la mission. Ça part d'une constatation, c'est qu'on a découvert des potentielles sources de chimie prébiotique sur Titan et sur Encelade. Et que donc notre priorité absolue, en tant que colonisateur de l'univers, c'est d'éviter de contaminer cet endroit-là. Et bon, c'est déjà une bonne conscience quand même de penser ça. Notre priorité, là, ça a été d'éviter de contaminer Titan et Encelade, c'est-à-dire d'être sûr que la sonde ne va pas aller se cracher là-bas et contaminer avec les microbes qui sont probablement encore présents sur la sonde un environnement fragile. Ça, l'idée, elle repose simplement sur le fait qu'une fois qu'on n'a plus de carburant, on ne contrôle plus la sonde. Et donc la sonde, elle va rester indéfiniment en orbite autour de Saturne. Sauf que indéfiniment, non, pas tout à fait. Statistiquement, un jour ou l'autre, elle va rencontrer quelque chose, et ce sera potentiellement Titan, Encelade, Saturne, ou un autre caillou, ou un autre objet qui se balade par là. Et l'idée, c'est finalement de contrôler la mort de la sonde, de l'euthanasier, et de l'envoyer plonger sur Saturne volontairement, tant qu'on a le carburant nécessaire pour contrôler. Et puis tant qu'on y est, on va en profiter pour faire de la science, et du coup, on a improvisé une nouvelle mission, qui n'est pas du tout imaginée dans les années 80, évidemment, qui va être d'aller traverser les anneaux, mesurer le champ de gravitation et sonder notre atmosphère in situ. Donc traverser les anneaux, ça veut dire aller se balader dans ce petit espace entre les anneaux internes et la planète. Donc une mission absolument démentielle. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a là-bas. Donc on espère que c'est plutôt vide, parce que sinon la sonde va plutôt se prendre de la poussière et être un petit peu, disons, perturbée, crachée, endommagée. Éventuellement on perdra le contrôle, on ne sait pas. Et la première surprise, c'est qu'en fait, il y a effectivement quasiment rien dans cet endroit-là. Donc elle ne rencontre quasiment aucune poussière, et même beaucoup moins que prévu, à vrai dire. Et donc c'est parti, elle va faire 22 fois, je crois, ces orbites-là, en se retrouvant de plus en plus proche de l'atmosphère de la planète à chaque tour. Donc on commence assez loin, mais quand même entre la planète et les anneaux, puis à chaque tour on se rapproche, et on arrive dans la très haute atmosphère, et on commence à sentir un petit peu l'effet du gaz à chaque passage, et ça a permis aux scientifiques de vérifier qu'ils pouvaient contrôler cette trajectoire à cet endroit-là. Et donc ils se sont entraînés, si vous voulez, notamment pour les futures missions, à contrôler la trajectoire en traversant l'atmosphère, et à garder la sonde dans une position telle qu'elle nous envoie encore des informations, c'est-à-dire de diriger la sonde avec son antenne vers la Terre pendant qu'elle faisait ses tests. Elle profite, ça je ne vous l'ai pas dit, il y a des petites corrections probablement avec les propulseurs, mais elle profite également d'un effet de fronde gravitationnelle en passant vers Titan. Là, l'extrémité de l'orbite, à chaque fois, elle passe à proximité de Titan, et ça modifie un tout petit peu sa trajectoire. Là, on a une autre vision. Ça modifie un tout petit peu, et puis là, on ne voit pas, mais celle-là, elle est en orange. Ça, c'est la dernière trajectoire, et bim, elle arrive dans une profondeur d'atmosphère telle qu'elle ne peut plus en sortir, et donc là, elle va se vaporiser en moins de 2 minutes, et ça va devenir une magnifique étoile filante. Ça, c'est évidemment pas une vraie image, merci. Mais c'est l'image qui a été publiée par la NASA à ce moment-là. Et donc, elle va, lors de cette dernière étape, être capable de mesurer et donc d'envoyer en temps réel des informations vers la Terre de la composition chimique de la très haute atmosphère. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. C'est faire une mesure de la composition chimique sur place, in situ, à l'autre bout du système solaire. Donc ça, même avec les meilleurs télescopes du monde, on ne peut pas remplacer cette expérience-là. On va également, juste un petit mot là-dessus, je vous ai mis mesurer le champ de gravitation. Ça veut dire qu'on va avoir des mesures précises du champ de gravitation à proximité. Ça permet de contraindre le modèle, contraindre la masse des anneaux, et du coup de contraindre un peu le modèle de formation de ces anneaux. Et voilà, et c'est tout. En conclusion, donc, cette mission Cassini, c'était une mission absolument extraordinaire qui a duré 13 ans au total, alors qu'elle devait en durer 4, puisque ça a été un très grand succès technologique. La sonde marchait très très bien. Tous les objectifs ont été atteints. On a une expérience technique des trajectoires, et notamment avec cette histoire de contrôler la trajectoire dans la petite épaisseur d'atmosphère qu'elle traversait dans les dernières orbites. On a trouvé plein de nouveaux anneaux, de satellites, des mondes un petit peu insolites, tels que Encelade. Et puis voilà, ça nous a permis de caractériser un petit peu nos modèles. Bon,
il y a énormément de choses évidemment, ça a été la source de plus de 3000 articles, mais c'est toujours pas fini puisque évidemment cette quantité astronomique de données, elle va continuer pendant des années et des dizaines d'années à être étudiée. Et peut-être parmi vous, il y en a qui iront faire un peu d'astro et qui travailleront sur Titan. Et donc il faut continuer à comprendre les données qu'on a déjà dans les mains et préparer les futures missions. Et cette mission, elle a donné envie de retourner évidemment sur Encelade et sur Titan. Donc c'est remonter dans la liste des priorités. Et également de modifier en conséquence les actuels projets vers Jupiter. Il est prévu d'envoyer des missions, là, très bientôt. Et ben, on va tenir compte de ce qu'on a découvert, notamment la grande diversité des satellites, et on va modifier légèrement la mission pour aller voir de plus près ces satellites, et on a un petit peu une meilleure idée de ce qu'on pourrait attendre sur place. Donc là, je vous ai fait deux listes, un peu qualitatives des futures missions. Donc pour l'ESA, c'est facile, ils ont des programmes en taille, donc les programmes L, M et S. Et donc ça veut dire que nos trois priorités majeures, celles sur lesquelles on va mettre le plus d'investissement et d'efforts scientifiques, ça va être de retourner sur Jupiter en 2022, le lancement, donc c'est bientôt, d'étudier les sources de rayons X, 2028, et d'étudier les ondes gravitationnelles, avec notamment des interféromètres géants en orbite dans l'espace. Ça, le lancement est prévu en 2034. La validation technique, elle est en cours là. On a une mission qui s'appelle LISA, qui est en fait un test de la mission LISA. Et on a vérifié qu'on était capable de contrôler la trajectoire très précisément de deux satellites, de manière à contrôler la taille du bras du Michelson, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Et l'idée là de LISA, c'est d'envoyer toute une flotte de satellites comme ça, pour faire des interféromètres géants dans l'espace. Si je parle de NASA, eux, ils ont ce qu'on appelle un programme New Frontiers, avec notamment Pluton, ils viennent juste d'y arriver, en 2015. Leur prochain objectif majeur, c'est également Europe. Alors, je n'ai pas la date, mais Europe, c'est un satellite autour de Jupiter. Et donc là, on a deux missions, une américaine, une européenne, qui ne travaillent pas ensemble, je ne sais pas pourquoi, et qui vont toutes les deux aller voir ce qui se passe en orbite autour de Jupiter. Prochain objectif également, c'est de ramener sur Terre un échantillon d'astéroïdes. Ça, c'est très ambitieux. Et puis, vous voyez dans le reste que j'ai mis là, bon, j'ai pas trouvé ça hyper bien organisé sur le site de la NASA, mais j'ai trouvé comme information qu'ils voulaient donc détourner un astéroïde, comme dans le film Armageddon. Avec, voilà. Ok, je m'arrête là. Je vous laisse les sources qui m'ont permis de préparer cette conférence, avec notamment les revues ici, les émissions de radio là, que je vous invite à aller écouter. Il y en a beaucoup qui sont sortis, et un petit coup d'œil sur ces photographies-là, publiées par la NASA, qui sont toujours très jolies et très nombreuses. Je vous remercie.